Il ne faut pas oublier qu'on a quand même, et c'est Didier Currico qui l'a rappelé, on va avoir dans les marges financières le fait de la baisse démographique importante des spécialistes sur les 5 ans. Il faut l'utiliser intelligemment. Exactement, puisque c'est exactement, j'allais terminer par ça, mais imaginons que certains praticiens aient parfois sollicité le renouvellement d'actes qui n'était pas totalement nécessaire, parce qu'il y avait une certaine forme de pléthore sur certains territoires et qu'il y avait la nécessité de maintenir un niveau d'activité. Imaginons que c'eût été possible. C'est clair que avec la démographie médicale, etc., cette pression-là va baisser. Donc il y a une fenêtre d'opportunité pour qu'on fasse que le système devienne véritablement sain, c'est-à-dire qu'il y ait effectivement moins d'actes. Bon. Et en même temps, je vous dis, on va avoir un autre sujet à traiter, c'est qu'il ne faudra pas non plus tomber dans l'excès inverse, c'est-à-dire d'organiser la pénurie. Donc moi je veux bien pour l'histoire du rhume. Encore faudrait-il expliquer aux Français qu'on ne va pas chez le médecin pour le rhume. Je veux dire, il y a un petit gap culturel à faire là, un petit sujet quand même. Voilà, alors ça c'est autre chose. Bon. Alors deuxième sujet, je voulais vous répondre à ça. Oui, mais ça c'est des pistes intéressantes d'ailleurs. C'est toute la problématique du confort. Mais la deuxième élément, c'est qu'à contrario, il y a une partie de la population qui va chez l'ostéopathe et il y a une partie de la population qui ira de plus en plus dans la médecine, dans le soin de confort, etc. Qui d'ailleurs parfois peuvent être utiles même quand on est médecin. Bon, mais au-delà de ça, je crois qu'il faut bien comprendre que dans la société où nous allons, que le corps médical dans sa grande masse, je ne parle pas d'une petite catégorie, mais que le corps médical dans sa grande masse pense qu'il peut y avoir des fenêtres d'opportunité économique par des paiements qui seraient non socialisés, ça a déjà été limité comme effet dans une période de relative abondance. Je ne vois pas comment ça va être facilité demain dans une période de tension. Si on met de côté... Allez, soyons larges, 15%, 20% de la population qui, je suis d'accord avec vous, a largement les moyens de faire des dépassements d'honoraires sans problème, peut-être un peu plus. Mais quand on parle de 75% des Français, on n'est plus dans cette situation-là et personne, ni au plan politique, ni au plan social, ni au plan humain, ni au plan économique, ne peut penser qu'on va construire un modèle qui s'intéresserait à 25% de la population et délaisserait les 75% autres. Voilà. Alors pour des raisons d'horaire, je préside encore, Jean-Luc, merci. Pour des raisons d'horaire, 2 questions à Jean-Marie, parce qu'il doit partir. Et après, on répond 2-3 questions. Il a 10 minutes de plus. Voilà. Alors... Non, écoutez, c'est consternant. Nous sommes honteux devant ce système. C'est une honte. C'est une honte. Et vous avez raison d'insister sur la gabegie de la première année de médecine. C'est un scandale. Je veux dire, qu'est-ce qu'on perd? S'il y avait une étude économique sur c'est tous ces gosses qui préparent qui sont de bon niveau, qui préparent 1 année, 2 années, qui sont reclassés avec tout ce qu'il y a autour, les écoles dont vous parlez, etc. Vous vous rendez compte ce que ça coûte? Il y a combien d'étudiants en première année de médecine chaque année? Ça doit être aux alentours, me semble-t-il, de 20 000, hein? Non, à toutes les professions de santé. 45 000 ? C'est 10 fois plus que de gens qui sont reçus. Bon, je ne sais plus si c'est toujours ça. Mais admettons que ça soit ça, je vous l'accorde, partons là-dessus. 45 000, vous voyez ce que ça coûte? 1 année perdue et 2 années perdues, comme il y en a sur ces 45, il y en a 40 qui sont perdus de toute façon. Donc ça veut dire qu'on perd 40 000 fois 2 ans multiplié par le coût d'un enfant, enfin d'un jeune adulte qualifié, parce qu'il a quand même un bac S en général à 80%, etc. Vous imaginez ce que ça coûte à la société française? Mais c'est un scandale. Et alors, pour aboutir à ce que vous dites, bon, moi je dis, je défends, on n'a pas une position générale, mais enfin, si ça a été repris par Hollande, nous irons au maximum des capacités de formation des universités. Nous ne ferons pas jouer au numerus clausus. Il y aura un numerus clausus, on va pas... Bon. Mais nous ne ferons pas jouer au numerus clausus simplement
dans le cadre d'une vision malthusienne de l'exercice médical. Nous avons vocation, non pas à demander à ce que l'ensemble des médecins africains viennent en France, comme c'est à peu près ou à peu de choses près le cas, mais nous avons vocation, comme ça a été la médecine française, les French doctors, etc., etc. C'est une richesse pour notre pays que de former des cadres supérieurs qui ont une responsabilité mondiale pour apporter de la science et du savoir-faire. Je ne confonds pas avec la manière dont on reçoit les gens et les soignants en France, vous avez bien compris. Mais c'est une honte, c'est un gâchis. Mais tout ça vient d'une seule chose. La santé vue par l'idéologie dominante de la technocratie et de l'esprit comptable comme étant une charge et pas un investissement. Voilà. Vous reprenez à l'inverse, si on avait chaque année 5000 médecins français présents au Maroc, à Singapour, à Moscou, ce que ça rapporterait à notre pays et ce que ça donnerait comme richesse à cette nation et comme capacité de rayonnement. C'est vraiment, il faut avoir l'esprit tordu pour continuer à raisonner comme ça. Je pourrais m'enflammer un peu plus. Une toute dernière question à Jean-Marie Le Guen. Non ? Allez. Ah oui. Vas-y. Question. Là, vous posez aussi une question tout à fait fondamentale. Par le biais du paiement et de la rémunération, vous posez le problème de tout ce qui est la coopération professionnelle. Honnêtement, moi, je vous le dis, il faut qu'il y ait vraiment un accord stratégique entre professionnels de santé pour aller vite, enfin au plus vite que l'on peut en termes de qualité évidemment, vers les transferts de tâches, de compétences, etc. Bien. On ne s'en sortira pas, on aura des phénomènes de pénurie et on sera tous voués aux gémonies, vous les praticiens, nous les politiques. Il va falloir, non pas d'une façon irresponsable, non pas dans une façon dérégulée, mais d'une façon sérieuse, organisée, et où d'ailleurs... On le fait à l'UNPS, on a commencé à le faire. Et là, voilà. vraiment, moi, je suis vice-président de l'UNPS, et là, il y a vraiment un vrai dialogue, il y a un vrai projet de sortie d'hôpital, où tous les paramédicaux et les médecins, on est en train de développer des projets. La difficulté qu'on a actuellement, c'est que les quelques projets qu'on vient reviennent de la technostructure et s'occupent... Mais les paramédicaux libéraux et les médecins libéraux, on est tout à fait conscient de modifier cette prise en charge. D'autant plus que si on veut déshospitaliser ces patients, il faut qu'il y ait une organisation en ville qui ne repose pas que sur les médecins. Alors, tant mieux Enfin, moi, j'appelle à ce qu'on aille un plus vite. Alors après, les questions économiques, quand on dit à enveloppe fermée, soyons raisonnables, on a quand même des Ondam qui sont à 2,5, 3, alors que la croissance française sera, si elle est à 0,5, on sera content. Donc, si vous voulez, on est quand même à des taux de croissance de l'Ondam qui n'ont rien à voir avec ce qu'on aimerait pouvoir faire, mais qui sont pas nuls et qui donnent quand même quelques marges de manœuvre. Donc, en plus, je pense qu'il y a des gains. Alors là, c'est toute la fongibilité des enveloppes, monsieur. Mais si on fait ce que vous décrivez, Maya, etc., extension, etc., et si effectivement les personnes âgées en perte d'autonomie ne sont plus envoyées systématiquement à l'hôpital dès qu'il y a un problème de permanence des soins, de non-suivi des soins, de discontinuité des soins, d'interrogation, etc., etc., on va gagner beaucoup d'argent. Hein. Je veux dire que l'amélioration des parcours de soins avec le renforcement des capacités d'organisation et de prise en charge de la ville, là, va alléger considérablement la problématique hospitalière et permettra de faire des restructurations hospitalières. Car l'avenir de l'hôpital, moi je suis un défenseur de l'hôpital public, vous le savez, mais cette défense, je me suis opposé à la vision de la loi HPST qui a marginalisé la vision médicale à l'hôpital. Mais je suis fondamentalement pour la restructuration hospitalière. C'est-à-dire que les pathologies évoluent d'une façon considérable, les moyens de traitement aussi, l'hôpital et l'hôpital public doit suivre. C'est tout à fait clair. Et ça demande de la pédagogie. Et il y avait suffisamment de pédagogie à faire pour ne pas donner des coups de bâton, parce qu'il semblerait quand même que depuis la fin du 19e siècle, les coups de bâton ne sont pas la meilleure des pédagogies. Voilà. Merci Jean-Marie. Alors, on a... Tu as une contrainte. On a maintenant 2-3 questions à Philippe Juvin. Tu voulais, Jean-Luc ? Ah non, je voulais simplement que tu me donnes la parole, c'est tout. Voilà, c'est tout. Je voulais qu'on équilibre le temps de parole, c'est tout. On va faire mieux. Non, il s'en va. Vous voyez quand même que
le PS refuse le débat. Et que je suis un arbitre tendancieux, vous avez compris. C'est vrai, oui. Mais